Stéphane Tixier et Amadeo Titeux, deux figures du banditisme azuréen, ont été abattus ce matin à Nice. Un autre homme a également été blessé lors de cette fusillade. Les faits se sont déroulés vers 7 h sur le marché d'intérêt national, lorsqu'un homme cagoulé a fait irruption dans le box d'un grossiste en fruits et légumes et ouvert le feu à l'arme automatique sur deux individus avant de s'enfuir en scooter. Les deux victimes étaient fichées au grand banditisme et connues pour être des proches de Jacques Sordi, considéré comme le dernier grand parrain du milieu niçois. Ce drame dans l'Oise, deux enfants de 4 et 5 ans ont trouvé la mort hier soir. Ils ont été intoxiqués dans un incendie qui s'est déclaré dans un appartement. Pris en charge dans un état grave par les pompiers, les deux enfants d'une même famille sont décédés à l'hôpital malgré les tentatives de réanimation. Le sinistre a par ailleurs fait 3 blessés légers. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Il aura fallu plus d'une quinzaine d'heures aux marins-pompiers de Marseille pour venir à bout de l'incendie qui s'était déclaré dès hier après-midi à la Cité Radieuse, la célèbre barre d'habitation du Corbusier classée au patrimoine national. Ce sinistre n'a pas fait de victimes mais provoqué d'importants dégâts sur un édifice qui s'apprête à fêter son 60e anniversaire. 60 années d'une vie mouvementée qui ont montré à la fois les failles et le génie de cette œuvre monumentale. Et si tout partait de là ? L'incendie, bien sûr, mais avant lui, l'incroyable succès planétaire de l'immeuble Le Corbusier. Là, ce sont les cellules composant l'unité d'habitation de ce paquebot inauguré en 1952. Le Corbusier, architecte de génie, a bâti une nouvelle forme de cité, un village idéal à la verticale où tout est harmonie. Écoles, rues, magasins, tout est dans le ventre de la bête. Les cellules, là où vivent les 337 familles, sont intelligemment pensées, mais peut-être trop proches. Comme les appartements s'imbriquent les uns avec les autres, en gros le principe, le schéma structurel du bâtiment, pour faire simple, ce sont des grosses boîtes en béton, comme des caissons, dans lesquels on glisse les appartements. Mais les appartements, on les glisse 2 par 2 dans les caissons. Ce qui fait que quand il y en a un qui prend feu, eh bien, ça se propage sans doute très rapidement à l'autre puisqu'ils sont jumelés dans le caisson. À l'extérieur du béton, à l'intérieur des matériaux nobles comme le bois. Et le bois n'est pas ce qui résiste le mieux au feu. La particularité de cet immeuble, et il a fallu la découvrir un peu à cet égard, c'est qu'il y a beaucoup de circulation d'air à travers des gaines. Et il y a eu des circulations à travers ces gaines de gaz. Et ces gaz, quand ils arrivent à saturation et ils sont chauds dans des espaces confinés, ils redéclenchent un feu. Ce qui fait que vous aviez des marins-pompiers qui luttaient contre l'incendie, par exemple, au 2e étage, et avec le feu qui partait au 4e. La visite est momentanément interrompue pour les étrangers venus du monde entier à la rencontre de ce bâtiment classé. Mais plus grave, c'est une véritable catastrophe pour tous ses habitants. Patrice et Janie sont sur un tandem. Si Patrice tombe pour EPO, que va devenir Janie? C'est la question que tout le monde se pose, y compris au sein des plus hautes instances sportives. Janie Longo, l'inoxydable mamie bio du vélo, pourrait voir sa fin de carrière déraillée. Conséquence en chaîne des déboires judiciaires de son mari. Patrice Ciprelli est donc passé aux aveux. Le mari et entraîneur de Janie Longo reconnaît avoir acheté par Internet de l'EPO venant de Turquie. C'était pour mon usage personnel, a-t-il déclaré. C'est en relation avec de graves accidents de vélo qu'il a eu dès 2009, avec le bassin très abîmé. Puis après, il n'a plus cessé de faire des chutes graves, y compris au mois de juin, là, en 2011. Des chutes en course, enfin en course, en entraînement ou autre, mais des chutes, de mauvaises chutes. Pourquoi prendre tant de risques pour... Il y a d'autres médicaments. Si vous me dites que c'est stupide, je vous dis que c'est stupide. Et rendez-vous compte d'une chose, si même il l'avait commandé par Internet en Allemagne, en Italie, en Hollande, il n'y a pas d'importation frauduleuse. Vous plaidez la stupidité? Je plaide surtout que c'est un... je ne peux jamais dire qu'un client est stupide, mais c'est pas malin, quoi. C'est sûr que c'est pas malin. Il serait donc possible de soigner des traumatismes osseux et musculaires grâce à l'EPO. Direction l'hôpital Sud de Grenoble, établissement spécialisé dans la médecine sportive. L'EPO n'a pas du tout d'indication dans ce type de pathologie. Lorsqu'on fait une chute, ou que ce soit en vélo, en roller, en ski,
eh bien, on a un délai de cicatrisation si on a des lésions osseuses, ligamentaires, musculaires qui sont importantes, qui nécessitent de cicatriser. Et puis l'organisme va récupérer, puisque l'organisme va faire cicatriser ces lésions, va s'adapter, puis l'organisme va repartir sans qu'il y ait besoin de donner aucune thérapeutique hormonale, et en particulier de l'EPO. Alors pourquoi utiliser de l'EPO? Pour l'heure, Jeannie Longo n'est pas suspectée. Quant à son mari, il est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire et suspendu de ses fonctions d'entraîneur professionnel. L'image pourrait faire sourire, mais elle est surtout glaçante. La Loire, comme d'autres fleuves et rivières, charrie désormais son lot de glaçons. Ces conditions climatiques extrêmes ont encore fait de nouvelles victimes, ce qui porte à 12 le nombre des décès enregistrés en France depuis le début de cette vague de froid. Ces températures polaires ne semblent en tout cas pas déranger les inconditionnels du shopping qui se sont rués dans les rues de Bordeaux par moins 10 degrés à l'occasion du démarrage de la grande braderie pour y acheter, devinez quoi, des bonnets, des écharpes et des moufles, mais pas de chalumeau. Et c'est pourtant l'objet tendance du moment. Moins 17 degrés hier matin à Bergerac, un record régional. Moins 15 à Périgueux. Depuis 2 jours, pour les employés de la Lyonnaise des Eaux, c'est le chalumeau qui a remplacé la clé à molette. Ça a gelé juste avant le compteur d'eau et après le compteur d'eau, suite au courant d'air. Donc on est obligé de chauffer pour essayer de dégeler. Donc après, le conseil qu'il y a qu'on leur donne quand c'est dégelé, c'est bon, je sais que c'est un peu... Il faudrait laisser couler un filet d'eau la nuit pour éviter que ça regèle. 80 compteurs à dégeler et en attendant pour les habitants privés d'eau, c'est le système D. Problème de tuyau mal calfeutré, quoi. Alors, ça fait que ça a gelé vu que la température de cette nuit, quoi. Alors, pour prendre la douche, on s'est débrouillé comme on a pu, on avait des bouteilles d'eau, on a fait chauffer l'eau, puis voilà, quoi. Pour éviter ces inconvénients, les compteurs d'eau doivent être protégés. C'est même une obligation pour les particuliers. Notre rôle s'arrête effectivement à la limite du compteur, c'est-à-dire la partie publique que l'on gère et qu'on exploite pour le compte de la ville de Périgueux. Tout ce qui est après le compteur, donc le domaine privé, effectivement ne nous incombe pas. Les effectifs de la Lyonnaise seront doublés ce week-end afin de répondre aux situations d'urgence. On prévoit encore des températures de l'ordre de moins 11, moins 12 degrés dans les prochains jours à Périgueux. 45 CRS supplémentaires pour tenter de rassurer les commerçants du Doubs. Le pays de Montbéliard est depuis peu le théâtre de multiples braquages. 6 attaques à main armée ont été enregistrées en un peu plus d'un mois, soit autant qu'au cours de toute l'année 2010. Le préfet a donc fait appel à des moyens supplémentaires pour tenter d'enrayer ce phénomène et rassurer des commerçants passablement inquiets pour leur sécurité. Ce renforcement des effectifs n'aura toutefois qu'un caractère éphémère puisque d'ici 15 jours, ces CRS rejoindront leur caserne à Bergerac. Plus de 500 pneus de voitures crevées dans la station de ski des Carreaux. L'auteur des faits, un travailleur saisonnier, a été placé en hôpital psychiatrique après sa garde à vue. Il se serait acharné sur 149 pneus en seulement 3 heures. Les garagistes sont à pied d'œuvre pour dépanner les touristes. Des dizaines de voitures, les 4 pneus crevés, le parking de la carrosserie de Balme est presque plein et dans les ateliers, ça tourne à plein régime. Là, on en est à plus de 100 pneus là. Et il en reste encore. En tout, 596 pneus à changer. De mémoire de carrossier, on n'a jamais vu ça. Avec cette histoire des pneus, ça a été la grosse cata, quoi. Il y a plus de 150 voitures à évacuer. Donc il a fallu faire ficelle. Mais vous voyez, regardez, c'est tout dans la cour. On est en train de commander des pneus. Bon, on est en train d'essayer de faire au plus vite, quoi. Et pendant qu'une partie de l'équipe passe les commandes et réceptionne les pneus neufs, les autres continuent les rotations. Ce matin, il restait une quarantaine de voitures à évacuer. C'est le cas, notamment pour cette vacancière. Il y a 3 voitures qui sont concernées de chez nous. Il y a voilà, les 4 pneus crevés. Nos amis, c'est pareil. Voilà. Après, voilà, on a porté plainte à la gendarmerie hier en fin d'après-midi. Des gendarmes qui pensent tenir le responsable de ces dégradations. Un homme de 29 ans a été interpellé hier. Les militaires n'ont eu qu'à suivre ces traces de pas dans la neige. Nous avons également retrouvé lors de la perquisition des objets qui ont lien avec l'affaire, notamment par rapport à la crevaison des pneus. Et enfin, nous avons aussi des indications sur la situation particulière de cet individu au regard de son emploi, puisqu'il était sur le point d'être licencié. Et que cela pourrait expliquer son énervement et son emportement.
En attendant, au carreau d'arrache, de nouvelles plaintes arrivent encore. Et dans la station plutôt calme, on admet qu'on se serait bien passé de cette publicité. C'est un véritable bazar, l'hôtel et café de la Cordée à Saint-Christophe-en-Oisans. Ce lieu chargé d'histoire, connu pour l'accueil des montagnards, a été repris par Marie-Claude. Elle fait revivre la Cordée, une maison chaleureuse et pittoresque créée par ses ancêtres. Dans la vallée du Vénéon, c'est presque le bout du monde. La route de la Bérarde s'arrête 3 km plus loin, un village suspendu au-dessus du vide, un hameau emmitouflé dans son manteau de neige, 10 habitants l'hiver, la plupart des volets sont fermés, sauf ici. 7 jours sur 7, quel que soit le mois de l'année, la Cordée reste ouverte. En cet hiver de gros flocons, le café centenaire s'atteint même à ski. Un petit dérapage. Hop, juste là devant. Vous arrivez d'où À la Tourade des Deux-Alpes. Bonjour Marie-Claude. Bienvenue chez Marie-Claude Turc, la maîtresse des lieux. Et vous, ça s'est bien passé alors? Et quel lieu? Pas seulement un resto, pas seulement un hôtel, mais un capharnaüm, un véritable bazar à l'image des cafés-épiceries d'autrefois. J'ai toujours pour dépanner des œufs, du beurre, du lait, du pain, enfin toutes les choses